Alors pourquoi Paris Jardin? Je vais faire un bref résumé de façon à ce que chacun comprenne. Alors Paris parce que ceux qui sont venus s'installer ici à l'origine en 1911 étaient tous des Parisiens. Essentiellement des Parisiens du 11e, 19e, 20e arrondissement. C'était des employés de commerce, c'était des ouvriers. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils vivaient assez mal dans Paris parce que les appartements étaient vétustes, hein, un problème d'hygiène, problème de logement, et ils se sont dit on va s'installer à proximité de Paris, à 20 km, dans une cité-jardin. On va créer une cité-jardin qui va nous permettre de vivre dans de bonnes conditions. Donc en 1911, ils sont venus s'installer et ils ont pris la place des lavaissières. Alors les lavaissières, donc c'est la salle lavaissière. Si on voit ici l'image des lavaissières, ici, on voit que les propriétaires auvergnats qui occupaient le château, qui faisaient de la chasse en forêt de Sénart, qui avaient du théâtre, etc. C'était des très grands bourgeois, alors que ceux qui allaient les remplacer étaient plutôt des ouvriers, des employés, hein, des gens qui avaient un esprit différent, qui voulaient vivre en coopérative et installer des pavillons à bon marché dans un grand domaine qui avait été autrefois un domaine aristocratique et seigneurial. Donc la cité-jardin s'est construite essentiellement entre 1911, date de l'achat. Le plan de la cité-jardin a été fait en 1912 et la plupart des maisons ont été construites entre 1912 et 1936, avec une interruption pendant la guerre de 14-18, parce que là, la plupart des gens qui avaient construit ou qui allaient construire ont été au front et n'ont pas pu honorer les engagements qu'ils avaient. On avait 3 ans ou 4 ans pour construire un pavillon, sinon on n'appartenait plus à la cité-jardin. Hein. Donc ça a été un problème. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la cité-jardin qui aujourd'hui accueille 322 pavillons, 322, avec des jardins entre 500 et 1500 mètres carrés et un certain nombre de servitudes, d'obligations qui sont liées à une zone de protection du patrimoine qui est devenue Paris Jardin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez changer une maison, c'est-à-dire l'abattre et la transformer, vous ne pouvez pas, il faut garder toujours le même aspect, la même façade. Vous pouvez l'agrandir, mais derrière, à côté, mais garder la même façade. Si vous voulez changer les clôtures, vous ne pouvez pas. Les matériaux sont contrôlés par le maire de Draveil, le président de Paris Jardin et l'architecte des bâtiments de France. Donc il y a un certain nombre de servitudes, mais en même temps il y a un grand nombre d'avantages, qui sont en particulier d'avoir un espace où le château est commun, où 17 hectares sont en commun, soit en bois, soit en pelouse, soit en végétation, ou, donc on n'a pas le droit d'abattre les arbres par exemple. Et tous ces avantages, donc, les pégistes, parce que c'est le nom des sociétaires, doivent les payer en versant une contribution à la société, qui est administrée par 12 administrateurs, qui sont élus pour 6 ans. Hein, et l'argent que payent les sociétaires, qui vient en plus des impôts locaux qu'on paye à Draveil, sert à entretenir les pelouses, les arbres, les rues et le château. Là, je crois que j'ai été clair à peu près. Sinon, pour ceux qui veulent savoir pourquoi ces armes ont été installées là, le propriétaire qui les a installées était un lord anglais, Lord Courtenay, qui a eu des histoires de mœurs en Angleterre, qui aimait trop les garçons. Et à cette époque, un lord anglais était passible de la peine de mort. Donc on était en 1820. Il a quitté l'Angleterre, il a d'abord été un peu aux États-Unis, puis il est venu acheter le domaine. Et là, il a mis ses armes avec l'inscription où est ma faute, qu'ai-je fait? Ubi lapsus, quid fecit. Et en fait, les Courtenay, donc, c'est assez intéressant, c'était une famille. Alors, vous connaissez peut-être la ville de Courtenay, près d'Auxerre. Hein, oui, Courtenay.
Ils sont venus avec Guillaume le Conquérant en 1066 conquérir l'Angleterre, et après Lord Courtenay est revenu en France. Il n'a pas eu de descendance lui, mais la famille Courtenay a eu de nombreux descendants en Angleterre, en Amérique, en Australie, et ils sont venus tous nous rendre visite il y a quelques années. Il y avait 60 Courtenay qui étaient là. Donc en général on a gardé d'excellents rapports avec les anciens propriétaires qui considèrent que, contrairement à ce que croyaient les Laveissière, le domaine serait livré à des ouvriers complètement détruit et ravagé. Au contraire, ils disent qu'il est en aussi bon état qu'il ne l'était pratiquement à leur départ, sinon en meilleur état, bien que nous n'ayons qu'un seul jardinier pour s'occuper des 42 hectares, ce qui est très insuffisant. Au départ, l'orangerie, c'était pour abriter les orangers en hiver. Donc il y avait des orangers et l'orangerie était faite pour abriter, il y avait des serres, etc. Après, l'orangerie, elle s'est transformée avec les coopérateurs en salle de spectacle, salle commune, salle de réunion, salle de conférence. Et dans les années 1938, elle est devenue le cinéma de Draveil, un des 3 cinémas. Il y avait le Palace, il y avait le Central et il y avait l'orangerie. Donc c'est devenu un cinéma en 1938, un exploitant, mais ça appartient à Paris Jardin. Ce cinéma a bien fonctionné jusque dans les années 70. Après il a été repris et comme il ne faisait pas suffisamment de recettes, il a fini par disparaître, enfin par fermer en 2017. Donc ça fait 3 ans qu'il ne fonctionne plus. L'orangerie est dans un sale état. Les fauteuils sont défoncés, il y a eu des ventes aux enchères, etc. Et la mairie voudrait restaurer et en faire à nouveau un cinéma. Et elle paierait un loyer à Paris Jardin de l'ordre de, je crois, 3000 € par mois. Voilà, c'est la situation. Après, il y a beaucoup de cinémas qui ne fonctionnent plus maintenant. Il y a la concurrence de Marne-la-Vallée, il y a la concurrence de Thiers, etc. Donc il faut voir s'il y a suffisamment de public pour pouvoir que le cinéma soit rentable. Mais la mairie a une subvention pour la restaurer. Alors on attendra plusieurs années là. Voilà. Il ne peut pas y avoir de meeting politique, même si ceux qui au départ étaient à Paris Jardin étaient plutôt des coopérateurs, des gens qui étaient plutôt à gauche, qui avaient des idéaux plutôt socialistes. Mais on a dit que dans une cité jardin, il ne devait pas y avoir de politique ni d'idéologie. Donc le cloître, c'est simplement la forme des arbres. Ces arbres ont été tous replantés, ils ont été tous abattus et replantés, je crois, en 2008. Donc on a un problème lorsqu'il y a à abattre des arbres. Est-ce qu'il faut garder ceux qui sont sains et abattre les autres, ou est-ce qu'il faut abattre tous les arbres? C'est un problème qui se pose pour l'allée Marcelin Berthelot, pour l'allée des Tilleuls là-bas. Alors la mairie, la municipalité a fait abattre certains arbres et garder pour l'instant sains ceux qui l'étaient. Puisque là on a dit, malades ou pas, on les abat tous, on les replante tous. Et ça donne ça, il y a eu une petite guerre de tranchées là, mais ça s'est finalement bien passé. Le marronnier, malade théoriquement, mais l'un des plus beaux arbres. Alors ce sont les arbres qu'on ne peut pas abattre. Il y a dans Paris Jardin un certain nombre d'arbres remarquables, un peu comme en Angleterre. Vous savez qu'en Angleterre, les arbres ont des noms et sont un peu sacrés. C'est pareil à Paris Jardin, tous les arbres remarquables ne peuvent pas être abattus. Par contre, on peut demander à les élaguer avec un petit budget de Paris Jardin qu'il accorde à chaque famille. Là-bas où on veut abattre les arbres, il y a des animaux, des chauves-souris, et il ne faut pas détruire un milieu où il y a des animaux qui peuvent vivre en liberté. Alors là vous avez une centaine de tilleuls, ce sont des tilleuls argentés, donc de tous de la même espèce. Je crois qu'ils sont venus de Hollande, je crois. Chaque maison a été conçue par un architecte, quel qu'il soit. On a au moins, je crois, 70 architectes pour les 322. On a vu dans la salle, il y avait un plan avec les différents architectes. Par exemple, Walter, qui est le créateur de la Cité Jardin, a fait les plans d'une vingtaine de maisons. Et Martin, 25, etc. Vous allez voir les différences. Alors, ce qui plaît aux architectes, c'est qu'on n'a pas d'unité de construction, mais un éclectisme, c'est-à-dire toutes sortes de maisons qui, chacune, a son cachet, sa particularité, et qui ne ressemble pas au lotissement
classique des années 1920. Les pavillons, donc, c'est en gros, c'est 26 hectares. Les espaces communs, c'est 17 hectares. Enfin, on est entre 42 et 43 hectares. Et le bâti, au départ, j'ai dit que les maisons étaient d'environ 50 mètres carrés au sol. Et aujourd'hui, maintenant, ça s'est nettement agrandi. Donc, il y a des projets qui font qu'on peut avoir jusqu'à, je crois, Mélanie, tu me diras, mais on peut avoir des maisons jusqu'à 110, 120 mètres carrés au sol. Hein, même plus que ça. Et arriver jusqu'à 200, 250 mètres carrés au total, les étages compris. Hein. Alors, il y a une limite en hauteur, hein, c'est ça. Il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Hein, 12 mètres. La limite est 12 mètres. Et il y a une limite aussi au niveau des maisons. Il ne faut pas que sur un même lot, il y ait une maison et par exemple un garage en dur. Donc à ce moment-là, on est en dehors des statuts. Donc il y a une limitation quand même. Mais avec le temps, les maisons se sont terriblement agrandies sans que la population n'augmente. Et on peut avoir maintenant des très grandes maisons occupées par 2 personnes ou même une personne. Donc Paris Jardin est un peu différent d'autres lotissements. Protection des espaces verts, ça dépend de chacun d'entre nous. Puis ça dépend du jardinier. On a une commission quand même environnement et à chaque fois que quelqu'un par exemple veut abattre un arbre, il est obligé de demander l'avis de la commission et donc du conseil d'administration. Ils ne peuvent pas abattre les arbres n'importe comment. Et quand on abat un arbre, on a une obligation de replanter un autre arbre par la suite. Si par exemple un arbre a été planté trop près de la propriété, ça engendre des dommages, on peut comprendre qu'il faut absolument le couper. Par contre, on a une obligation de replanter un arbre sur la parcelle. Alors voilà, donc, ici on va s'enfoncer dans Paris Jardin. Alors, vous voyez ici, vous avez un plan, donc il sera facile de se repérer, on vient du château, etc. Pour les routes, on a 29 routes, sentiers, allées, hein, avec une hiérarchie assez claire. C'est-à-dire qu'on a des routes qui sont bitumées, comme ça. On a des sentiers qui peuvent être romantiques. L'architecte a voulu faire une sorte de mix entre une cité bien organisée avec une perspective, on terminera par la perspective aux Champs-Élysées pratiquement, ou à l'Étoile, et des possibilités de s'évader par des sentiers. Au total, donc, on a une trentaine de routes et sentiers, et la plus grande route, elle fait 1 km. Elle traverse complètement la cité. Donc on va prendre le feu ruisseau, et là vous allez vous plonger dans l'atmosphère d'une cité-jardin. D'où vient le frère ruisseau? D'où vient-il? J'attends des réponses. Alors comme tout professeur, donc j'espère en vain une réponse. Il vient de la forêt de Sénart. Vous êtes ici à peu près à 45 mètres, 50 mètres d'altitude. La forêt de Sénart est à 80 mètres. L'eau vient en ruisselant par différentes conduites de la forêt de Sénart. Elle arrive ici, donc après avoir été en souterrain, elle arrive à l'air libre et elle va couler jusqu'à la Seine, jusqu'à la base de loisirs, avec différents chemins qu'elle emprunte. Ici, vous avez le frère ruisseau, c'est-à-dire extérieurement, il y a 13 petites chutes, comme celle-là. Donc, ce qu'on appelle une petite chute. Alors, vous imaginez le parcours de l'eau, hein, ici. C'est magnifique, hein. C'est Marin de la Haye qui l'avait fait en 1740. Ils avaient des ingénieurs qui travaillaient sur la circulation de l'eau et qui étaient tout à fait compétents à l'époque. D'ailleurs, à l'époque de Marin de la Haye, 1740, les eaux et forêts, c'était le corps des eaux et forêts français, était l'un des plus performants du monde. Même avant celui, ou au même niveau que celui des Anglais. Alors là, c'est le jeu favori des enfants. Mettre les pieds dans l'eau, voir les tétards, etc. Donc vous avez 13 petites chutes, cascadettes, qui vont amener jusqu'à, on verra tout à l'heure, la fin du frère ruisseau. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de rue avec un nom de personnage.
toutes les rues sont des rues naturelles, allées aux Biches, ou alors des historiques, allées de la Cité Nouvelle, ou alors géographiques, allées du nord au sud, allées du nord-est, etc. Donc c'est pour éviter le culte de la personnalité. Alors là on est allé aux Biches. Où est-ce que va nous conduire l'allée aux Biches, si vous allez au bout de mon raisonnement? Au parc Audin. C'est extraordinaire, hein. Donc nous allons vers le parc Audin. Alors vous constatez que normalement, un peu partout, les haies ont la même hauteur, hein. C'est-à-dire à peu près 1,80 m. La hauteur réglementaire, c'est ça en gros. Ah, t'es d'accord? Mais bon, on peut pas toujours... En général, les haies sont basses où il n'y a pas de haies, hein. Donc on voit directement comment vivent les gens. Tandis que là, effectivement, il y a peut-être un sens de l'individualité au sein de la coopérative, hein. Le parc Audin, il y avait autrefois des biches. C'était les biches de la Vessière, hein, ceux qui chassaient en forêt de Sénart et tout. Donc on a fait le parc. Alors il a été parfois entretenu par les sociétaires, c'est-à-dire qu'on a repeint les grilles, je sais pas, il y a 30 ans. Hein. Tous les sociétaires étaient là, il y a des travaux en commun quand même, hein. Il y a une vie collective quand même parfois. Et on l'a vu pendant le confinement où il y a eu des journées de nettoyage du domaine. Ça, pas tout le temps, mais ça a pu exister. Et le parc Audin, il sert à recueillir les eaux de pluie. Et de temps en temps, lors des fêtes, à accueillir les enfants qui veulent jouer à l'intérieur lors du carnaval. Tous les enfants sont déguisés, costumés, et ils vont s'ébattre dans le parc quand ils veulent, quand ils peuvent. Mais sinon, il ne sert à rien. On a pensé qu'on pouvait mettre des attractions, une base de loisirs, quelque chose, et finalement, on a refusé. On l'utilise plutôt pour la chasse aux œufs. Hein, la chasse aux œufs, oui, pendant le carnaval. Mais vous voyez, donc, c'est un espace commun. Préservé. Ah, ça, je ne savais pas que ça existait là, ici. Tu le savais hein? On peut emprunter des livres ici, comme un peu partout là maintenant. Ouais. Ah oui, voilà. Et il est rapporté alors? Ouais. Alors vous voyez l'exemple de sentier ici, l'exemple de sentier, bon, ça part là, ça dessert uniquement quelques pavillons, hein, et c'est ce qui différencie un peu Paris-Jardin des cités modernes, hein, où les rues sont identiques. Alors là c'est une colle en général, les visiteurs ont peur qu'on leur pose une colle, une question, en disant où on est, d'où vient-on et où va-t-on. Alors, vous voyez, on est parti de la cour d'honneur, hein, ici. Donc, on a suivi le frère Ruisseau, le tennis. On est maintenant au parc Audin, ici. Et on va descendre vers l'étang des Platanes. Hein. Alors, vous voyez ici le réseau et l'urbanisme. Hein. Voilà comment Jean Walter avait vu les choses. Donc, un ensemble desservi de façon... donc géométrique, un peu comme les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe ici, des ronds-points pour permettre de bien, et ensuite des sentiers, courbes, des allées, hein, donc une trentaine de sentiers qui font au total une dizaine de kilomètres. Si vous voulez sillonner tout, vous faites 10 km à pied. Pour traverser Paris-Jardin, donc ici, vous pouvez aller par l'allée de la Cité Nouvelle, ici. Elle démarre du bas, ici. Donc on la rencontre là, et elle arrive jusqu'à la sortie Henri Barbus. 1 km ici. Et l'autre allée, c'est l'allée du sud au nord, ici, qui traverse. Voilà en gros l'urbanisme. Alors en ce qui concerne les pavillons, en 1911, on avait déjà loti, on avait déjà l'idée qu'il y aurait 300 lots. Les gens qui voulaient acheter un lot venaient par la gare d'Austerlitz, ils donnaient rendez-vous au conseil d'administration, ils choisissaient leur lot, c'est-à-dire leur jardin en fonction de leurs possibilités d'achat, et ils construisaient leur maison dans les 3 ou 4 années. Chaque lot pouvait accueillir une maison économique et ouvrière, c'est-à-dire
En gros, la superficie au départ était de 50 mètres carrés, pas plus. Hein. Des prêts étaient consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou par le crédit immobilier. Et on pouvait donc construire en 3 ans avec un faible intérêt, un intérêt à 3%. Le prix du terrain était 3 fois moins cher qu'ailleurs, hein, parce qu'on était dans un système coopératif. C'est-à-dire que le prix du terrain était à 2 francs 40 le mètre carré, alors qu'à Séquigny, c'était à côté, vers Savigny, c'était 6 francs le mètre carré. Donc c'était au départ des budgets limités, mais on pouvait faire appel à des sociétés coopératives pour construire, pour les semences, pour faciliter l'installation. Il y avait une coopérative qui s'appelait l'entreprise, donc qui permettait d'avoir des matériaux bon marché. Il y avait une caisse de solidarité qui permettait à ceux qui avaient des problèmes, qui étaient démunis, de pouvoir résoudre leurs problèmes en partie, quoi. Il y avait quand même une dimension à la fois coopérative et une volonté aussi de vivre un peu en autarcie, c'est-à-dire essayer de créer par soi-même les infrastructures, l'eau, le gaz et l'électricité, sans faire appel aux sociétés capitalistes. Pas de spéculation, jamais d'intermédiaire. C'était ce qui était dans les statuts au départ. Après, ça a changé, bien sûr. Mais Paris Jardin a été quand même, d'Andraveil, le premier ensemble qui a été doté d'égouts, de distribution de gaz et d'électricité dans Andraveil. Et pour l'alimentation, alors comme il n'y a pas de boutique possible, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de métier qu'on puisse faire dans Paris Jardin, il fallait aller à l'extérieur, au marché, là, donc à 300-400 mètres, à la COP, un magasin coopératif qui appartenait aussi à un pionnier, à quelqu'un de Paris Jardin, et voilà. Donc le problème, la différence avec les Anglais, c'est que tout se fait un peu en autarcie, hein. C'est juste une cité-jardin d'habitat, partagée en quelque sorte, mais sans les infrastructures qui sont dans la ville. Voilà. Des jardins potagers ou l'idée d'un... Si, il y a toujours eu des jardins potagers au départ. Hein. Il y avait des gens, il y avait pas mal de... Au départ, il y avait des poules, il y avait des ruches, il y avait des potagers. Et puis après, ça a disparu progressivement, c'est-à-dire qu'actuellement, l'élevage de volailles n'est pas autorisé. Mais il se fait dans 3 ou 4 quand même, voilà. C'est pas pareil. Ouais. Merci de me reprendre. Ouais, des poules, de canards, etc. quoi. Pourquoi volaille, c'est péjoratif, hein? L'élevage de volailles. Ah oui. Il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de coque. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est bien là. Là, voilà, j'ai appris quelque chose. Donc je vais noter. Ça, le potager, pas tellement. Hein. Ah bah c'est pas, faut demander au CA qui a diffusé. C'est la volonté, c'est qu'il y ait à nouveau du... En fait, le confinement a fait qu'il y a eu pas mal de mises en commun, j'allais dire, sur par exemple tout ce qui était justement fruits et légumes. Et beaucoup de gens s'étaient mis à faire du potager, un peu chacun de leur côté, etc. Avec beaucoup d'échanges de plants, voilà, notamment la maison qu'on a vue tout à l'heure, voilà, où il y a des résidents qui étaient assez actifs pour les échanges de plants et de conseils. Et on a la volonté du coup d'essayer de recréer ça. Alors chacun des jardins, c'est vrai que c'est une réplique qui nous a été dit, c'était que chacun des parcelles, donc on a en effet de quoi faire un jardin chez nous. Mais faire les choses en commun, c'est pas pareil. Et pendant le confinement, on l'a vu, on était tous dans nos maisons chacun. Et en fait, avoir de la solidarité et d'avoir des moments de partage, et voilà, c'est important. Donc on va essayer de recréer ça, voilà, c'est le projet. Donc il y a un problème aussi qui est un peu générationnel, quoi. C'est-à-dire que les anciens coopérateurs n'ont pas eu l'idée du jardin partagé, qui est une idée quand même moderne, récente et tout. Et il faut voir les modalités pour le créer de façon à ce que chacun puisse participer à cette mise en culture et à l'utilisation aussi des produits de ce jardin, quoi. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc un changement de génération, et les générations anciennes sont contentes de pouvoir voir ces projets, hein, pour rénover un petit peu la cité-jardin. Ça c'est un peu une forme d'autocritique un peu. On va suivre les pêcheurs. Vas-y, hein, Thibaut. Hein. Voilà. Qui nous mène, vous voyez, à l'étang des Platanes, c'est-à-dire à une zone de pêche.
tu as déjà pêché des poissons? Ah bah il faut une carte. Voilà. Attention. Alors attention, là, ça va être très dense. Hein. Une carte de pêche, voyez. Vous êtes ici devant l'étang des platanes. Parce qu'il y a, alors vous les compterez, 32 platanes qui ont été plantés à la même époque par Marin de la Haye, le premier grand seigneur qui a acheté ce domaine, c'est-à-dire les 42 hectares. Marin de la Haye voulait faire quelque chose comme Versailles. C'était un fermier général, il connaissait Louis XV, il a assisté à des spectacles à côté de Louis XV, et donc il voulait faire quelque chose de prestigieux, et il a fait planter, enfin il a fait concevoir l'étang des platanes. L'étang des platanes a d'abord été géométrique, puis à l'époque des Anglais, qui étaient beaucoup plus romantiques, il a été modifié, et maintenant il se présente comme tel, avec un certain nombre de caractéristiques. Il a une hauteur modérée, c'est-à-dire en gros 80 cm. On ne peut pas se noyer, il n'y a jamais eu personne qui s'est noyé. Ensuite, c'est un lieu de pêche. Vous avez actuellement 31 pêcheurs qui sont recensés, on en a eu jusqu'à 50, et on peut pêcher des carpes, des goujons, des ablettes, et même parfois des écrevisses. Ouais. D'autre part, il est fréquenté par des perruches. Il y a une soixantaine de perruches qui volent dans ces arbres et elles font un concert assez incroyable. Peut-être vous entendez certaines qui sont en train de passer. Elles luttent pour la conquête des lieux avec les corneilles. Corneilles et perruches se font des concerts mutuels hein, dans lesquels les perruches gagnent en général. Moi j'ai des perruches vertes dans mon jardin. Très bien, ben c'est pareil. Hein. Vous avez un héron qui vient régulièrement à l'affût de goujons et il est planté là et il cherche à attraper les goujons. Il en arrive souvent, il est là depuis des années. Hein. C'est un héron au long bec emmanché d'un long cou. Hein. Voilà. Et puis vous avez quelquefois des écureuils. Donc c'est un lieu qui est extrêmement apprécié. Alors ce qu'on ne voit pas, c'est ici, là, vous aviez à l'époque de Marin de la Haye un ensemble de statuaires avec plusieurs grandes statues. Bon, certaines ont été déposées au bois du dimanche. Il reste encore 3 ou 4 statues qui sont enterrées, qui sont ensevelies, qui gisent encore et qu'on pourrait refaire. Et ça, c'est un ensemble sculptural assez étonnant. Peut-être que dans quelques années, on pourra redécouvrir ces statues et les remettre en état. Sinon, les canards, et il y a quelques années, il y avait beaucoup de cygnes, mais les cygnes étant malades, ils ont été obligés de fuir ailleurs. Voilà, donc on peut continuer. Alors les arbres sont un peu malades, ce qui explique qu'il y ait parfois des limites ou des barrières. Lorsqu'il y a des tempêtes, la chute d'un arbre peut causer des dégâts à l'intérieur des propriétés. C'est ce qu'on a vu il y a quelques jours. Quelques semaines. Ben, donc comme on est une cité-jardin, chaque sociétaire doit, propriétaire, hein, parce que sur 322 pavillons, on a 310 propriétaires. Chaque propriétaire verse à la cité-jardin, donc autour de 600-700 € par an pour l'entretien du domaine. Alors ça suffit pas, ça suffit pour réparer les routes, pour entretenir un peu les arbres, mais ça va pas plus loin quoi. Donc chacun est responsable finalement de l'amélioration de son propre pavillon. Et les espaces communs sont mis en valeur par un jardinier et un aide. C'est considérable parce que par exemple quand les feuilles tombent en automne, c'est un travail gigantesque de tout ramasser, etc. Un seul jardinier peut à peine s'en sortir, quoi. Donc le budget de Paris Jardin est limité, mais la cité est garantie quand même jusqu'à 2100 et quelques. Hein. Donc normalement on doit rester dans le même cadre, protégé, pour les générations qui viennent. Il y a déjà 4 générations qui se sont succédées dans Paris Jardin et il pourra y en avoir peut-être 8 en l'an 2120. On n'est pas subventionné, Pierre, hein, si je... Non, il y a eu ponctuellement des subventions Ponctuellement. pour l'enfouissement des réseaux électriques.
qui a donné lieu à beaucoup de discussions aussi. Mais sinon, non, il n'y a pas de subvention spécifique pour Paris Jardin. C'est autogéré avec les ressources. L'orangerie, dont tu as peut-être déjà parlé, qui abritait un cinéma, enfin qui abrite toujours un cinéma, mais qui pour le moment était en déshérence. On faisait une ressource. Au-dessus du château, il y a aussi des appartements qui sont loués. Et puis il y a les cotisations des sociétaires. Voilà. Il y a un panneau dans l'exposition qui indique la répartition de ces ressources. Voilà. Donc 32 platanes. Hein. Il y en a un seul qui a chuté, là, ici. Et donc son espace est maintenant complètement caché. Alors. Et après, je reviens et je vous attends la lanterne. Alors, vous ne pouvez pêcher que si vous remettez dans l'eau les poissons que vous pêchez. Hein, ça, c'est Alors, il y a pas mal de gens qui viennent pêcher parce que c'est très calme et tout, surtout à l'époque du confinement et tout. On est obligé de retirer les cartes à ceux qui gardent les poissons pour eux. Il y en a très peu, hein. Mais ça existe. Hein. Donc là aussi, les boulisses que vous avez vues, normalement, le terrain est réservé aux sociétaires quand même. Il y a échange parfois au niveau de la chorale, par exemple, entre les sociétaires et des gens qui viennent de l'extérieur ou à d'autres fêtes. Hein. Mais en général, quand même, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, y compris pour l'étang. Et vous voyez, pique-nique interdit, par exemple. Alors ici, vous êtes dans une zone intermédiaire. Là, c'est l'étang des Platanes. Ici, vous avez l'étang sec. C'est une zone qui servait en général de lieu de bagarre pour les bandes de Paris Jardin. Entre la bande du haut du château et la bande du bas, enfin ils se battaient ici, enfin c'était... Et c'est une zone qui est réservée aux promeneurs, vous voyez, elle est restée vierge. De temps en temps, on a quelques plantations. Hein. Je ne sais pas où sera le jardin partagé. Hein. Il était envisagé que ce soit la zone qui est ensoleillable, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'était une zone où il y avait des enfouissements de beaucoup de choses. Donc le terrain n'est pas exceptionnel, donc il faudrait justement aller l'améliorer. Il y a eu certaines plantations qui ont été faites, qui n'ont pas prises. Et donc du coup, là, ce qu'on voudrait faire, c'est justement être sur cette zone qui est un peu éclairée, ensoleillée, et justement améliorer le terrain. Voilà. Donc si on vient dans 4-5 ans, peut-être qu'il y aura là un jardin partagé. Hein. Voilà. La lanterne pour l'agrément de Louis XV par exemple, qui aurait rencontré Madame de Pompadour et qui aurait couché avec elle dans la lanterne, mais rien ne permet de dire qu'il y avait un divan ou qu'il se passait des choses un peu graveleuses là-dedans, donc je sais rien moi. De toute façon, personne ne sait à quoi elle servait exactement. Toujours est-il que les habitants étant très attachés à la lanterne, elle était en ruine en 1980 et elle a été entièrement restaurée en 82 à travers une subvention parce que les pégistes ont voulu participer, prêter de l'argent, donner de l'argent pour qu'elle soit restaurée. Et en 82, je crois que c'était vers le 10 octobre 82, il y a eu une grande fête avec le maire de Draveil et la lanterne a retrouvé, grâce aux compagnons du Tour de France, grâce aux ardoisiers, grâce à ceux qui ont fait le métal, très précis et tout, en retrouvant les gestes du XVIIIe siècle, elle est redevenue ce lieu, donc un lieu familier des pégistes. Alors après, il y a eu ça a été un rendez-vous pour les enfants, souvent, les ados, et là, on se retrouve maintenant au Nouvel An, pour déguster ensemble un vin chaud, du chocolat, et à chanter l'hymne de la cité. Alors là, on est dans la perspective. Là, c'est l'école Jean Jaurès, et puis on a Viry-Châtillon qui est là-bas. Là, on a le château de Paris-Jardin. Derrière, on a l'Orée-de-Sénard. On est dans une perspective de 1,4 km à peu près, ou un peu plus, qui va jusqu'à la Seine. Hein. Okay. La Seine est à 33 mètres, le château est à 50 mètres, la forêt de Sénard à 80 mètres. Ici, on a le rond-point de l'Étoile, avec 8 rues qui partent du rond-point. Donc 8, vous pouvez les compter. Hein. C'est un peu comme la place de l'Étoile, sauf que ce n'est pas les mêmes avenues ou boulevards. Et ici, par exemple, vous avez en face le pavillon des pompes. On ne le verra pas. Hein. C'est un pavillon qui servait
entretenir avec une pompe à chaleur, une pompe hydraulique, qui avait été faite par un ingénieur qui s'appelait Marc Seguin. Et les Seguin, c'est eux qui ont fait un certain nombre de ponts suspendus, sur le Rhône en particulier, ou sur la Seine. Voilà. Sinon, donc, la perspective, elle fait 26 mètres au départ, et puis elle converge vers le château. C'est Walter qui a eu l'idée de le faire, de même qu'on disait que c'était un petit Versailles. C'est l'abbé Leboeuf qui disait ça en 1750. Et de 26 mètres, on arrive jusqu'à un écartement de 16 mètres vers le château. Donc cette perspective fait qu'on a une architecture très particulière. Toutes les maisons convergent vers le château. Il y a une pente naturelle. Certaines maisons sont mitoyennes, c'est-à-dire qu'elles sont accolées. Les maisons sont accolées, vous verrez. Et elles ont à peu près toutes le même cachet, le même style. C'est-à-dire l'ardoise. Et elles portent la marque de l'architecture alsacienne. C'est-à-dire, vous verrez le bois comme il est travaillé. Et on a ici une perspective qui contraste complètement avec l'aspect sinueux, romantique des autres sentiers. Donc c'est Walter qui avait eu cette idée, et on descend donc vers Viry et vers Juvisy là-bas. De l'autre côté, on va vers la forêt de Sénart, vers Brunoy et vers Crosne. Donc on va avancer ici par la perspective. C'est là que la fête pour Paris Jardin a eu lieu en 1914. Des ministres, des députés, des conseillers qui sont venus voir comment Paris Jardin avait évolué entre 1911 et 1914, juste avant la guerre, c'est-à-dire en juin 14. Alors on avance, c'est la maison Réveillon, c'est une maison qui a été construite en 1912 et la caractéristique c'est que c'est presque une maison d'origine. Le caractère alsacien se voit un petit peu, moi je ne suis pas spécialiste d'architecture, mais on voit qu'il s'agit d'une maison très particulière qui était une petite maison économique et ouvrière. Au départ, on construisait pour 2 fois moins cher que à Savigny ou que dans les cités avoisinantes. Et c'est ce qui a permis d'avoir des logements bon marché, mais équipés du confort le plus moderne. C'est-à-dire on avait réfléchi à tout ce qui était hygiène, tout ce qui était possibilité de poussière, on avait essayé d'éliminer la poussière. Elles avaient déjà des toilettes, alors qu'il n'y avait pas des toilettes en 1910 dans toutes les maisons parisiennes, hein, même pas. Hein. Donc ici il s'agit d'une maison qui ensuite n'a eu qu'une autre famille comme successeur et qui est restée identique à l'esprit des années 1900. Donc la maison Réveillon. En même temps, Madame Réveillon et Monsieur Gircourt, qui avaient fait la guerre, donc, étaient des artistes. Hein, et c'est là que la troupe théâtrale de Paris Jardin posait dans les années 1914, quand ils ont présenté Le Devin du village, opéra en un acte de Jean-Jacques Rousseau. Et Le Devin du village, on en a fait une version récente par la troupe de Paris Jardin en 2018, mais un peu adaptée parce que Rousseau en 2018, c'est un peu pénible. Hein. Madame de l'Espinasse, c'est intéressant, mais Rousseau, c'est un peu pénible. Voilà. Donc, et là, on va terminer par la maison de l'architecte. Tu veux me poser une question? Si, ben posez-moi la question. J'aime bien répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y avait pour de la perspective pendant la guerre? Perspective, ils avaient mis ça en culture pendant la guerre, quoi. Il n'y avait qu'une trentaine de familles qui étaient là. Les hommes étaient au front. Il y a eu à peu près, il y a eu 20 pégistes qui ont été tués au front pendant la guerre. Et donc la plupart de ceux qui avaient pris un engagement de construire n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient ruinés au sortir de la guerre. Et là, tout ça, c'était en potager. C'était construit. Alors c'était pendant la guerre, il y a eu des soldats qui ont habité dans le château, dans l'orangerie, et qui ont cultivé aussi Paris Jardin. Mais à la fin, Paris Jardin a réclamé que les soldats payent pour l'occupation et ils n'ont pratiquement rien reçu. Alors, la maison de l'architecte, ici, c'est Jean Walter qui a fait construire cette maison. Il n'était pas sociétaire. Mais sa femme, Madame Rigal, Jeanne Rigal, était sociétaire. Donc, l'architecte est venu ici, il a fait les plans. Et on a appelé cette rue la rue des gens pressés.
parce qu'il était en voiture, il avait l'une des seules voitures en 1912-13 de l'ensemble, et il fonçait avec sa voiture, et les gens pour le critiquer disaient c'est l'avenue des gens pressés ou l'allée des gens pressés. Alors Jean Walter a fait cette maison, pas totalement à l'alsacienne, elle a été un petit peu agrandie, vous voyez, c'était une maison modèle. En face de sa maison, il y avait la maison du président, hein, donc c'était les plus belles maisons parce qu'elles étaient à côté du château, hein, vous comprenez. Jean Walter après a eu une vie un peu compliquée, il a quitté sa femme, il a été amoureux d'une demi-mondaine, demi-mondaine qui était mariée à un grand peintre, un très grand peintre, et il semble que le peintre a été tué plus ou moins par sa femme. Hein. Donc il y a eu un ménage à trois d'abord, et ensuite Jean Walter et la demi-mondaine ont été ensemble. C'est un peu compliqué quoi. Mais pour que la femme puisse hériter de son mari, il fallait qu'elle ait un enfant. Mais elle n'avait pas d'enfant. Donc elle a vécu 9 mois avec un coussin. Au bout de 9 mois, on a reconnu qu'elle avait un enfant qui lui a permis d'hériter. C'est un peu compliqué quoi. Donc cet enfant, ensuite, il a grandi et en 58, il y a eu la guerre d'Algérie et sa mère a fait en sorte, a essayé de le faire tuer en Algérie. Ah oui, oui, non mais c'est terrible. Et en 57, la femme était amoureuse d'un docteur, c'est pas le docteur Petiot, mais c'est presque pareil. Et donc son mari, Jean Walter, a été tué dans un accident de voiture alors qu'il était avec le docteur. Ah, le docteur qui l'a un peu dépêché, si on peut dire. Et après quoi, donc la collection de tableaux de l'ancien mari a été donnée à André Malraux, qui était ministre de la Culture, et elle est maintenant à l'orangerie du côté des Tuileries, dans le jardin des Tuileries. C'est la collection Walter Guillaume, c'était le nom de l'ancien mari de la personne, et comme ça, elle a pu être finalement amnistiée, alors qu'elle aurait dû finir ses jours en prison, pour avoir voulu tuer son fils, son ancien mari, son nouveau mari, etc. Et voilà. Hein? Elle a habité là? Non, elle n'a pas. Oui, elle a pas habité là. Elle habitait rue Geoffroy-Lanier dans Paris, à l'hôtel particulier de Jean Walter, qui était un très grand bourgeois. Jean Walter, pendant la guerre de 14, était très lié à Clémenceau. Des choses étonnantes. Hein. Voilà, vous avez une page d'histoire qui est assez étonnante. Hein. Ben maintenant, donc, je vous remercie de la visite. Hein. Ah non, merci à vous. Et si vous voulez compléter, vous pouvez compléter par les panneaux, etc. Ben, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler en public. Il faut dire que je suis passionné. Hein. En gros, depuis les débuts de la Cité Jardin, il y a toujours eu un peu une lutte entre ceux qui ont voulu ouvrir la Cité Jardin aux visiteurs, aux amis, et ceux qui voulaient plutôt la réserver aux sociétaires, donc fermer la Cité Jardin. Par exemple, on a voulu fermer avec des barrières à la circulation, parce qu'on pensait que Paris Jardin était fréquenté par de nombreux extérieurs, puis on a vu que ce n'était pas le cas en fait. Donc on n'a mis qu'une barrière à une entrée, et on peut visiter par l'autre entrée, donc l'entrée haute. Donc ce sera toujours une lutte dans les années qui vont venir. Faut-il ouvrir Paris Jardin? Faut-il le fermer? Par exemple, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont promenés dans Paris Jardin parce qu'ils ne pouvaient pas se promener ailleurs. Et donc ils étaient contents. Certains pégistes n'étaient pas satisfaits parce qu'ils disaient qu'il ne fallait pas trop de visiteurs, etc. quoi. Donc cette lutte, elle se fera jusqu'au bout. Alors est-ce qu'on aura des liens avec les maisons partagées, avec les expériences modernes qui rappellent un petit peu nos origines? C'est une question qui va se poser et que les gens du conseil d'administration vont être amenés à résoudre dans les années, dans les décennies qui viennent. En tout cas, nous, on restera Paris Jardin pendant près d'une centaine d'années et on aura toujours ce mode de vie un peu original qu'on proposera parfois comme modèle, parfois pour être associé à d'autres. Et on verra suivant l'administration et suivant les gens qui nous dirigent.